Bonsoir. Merci infiniment d'être venus aussi nombreux pour cette soirée. En arrivant, peut-être vous avez remarqué à l'entrée du théâtre sur la devanture en verre, nous avons fait inscrire une phrase tirée des hymnes à la nuit de Novalis. Cette phrase dit « Toutes les vicissitudes de notre vie sont des matériaux dont nous pouvons faire ce que nous voulons. » Alors on voit bien comment cette phrase a une source si puissamment encourageante, rassurante, pleine de vie, parce qu'elle dit bien toutes les vicissitudes. Elle ne dit pas quelques vicissitudes ou certaines vicissitudes, elle dit toutes les vicissitudes sont des matériaux dont nous pouvons faire ce que nous voulons. Et au moment où nous avons décidé d'inscrire cette phrase sur la devanture de ce théâtre, nous ne savions pas encore que nous aurions la joie de recevoir Salman Rushdie pour cette rencontre. Et à travers son œuvre, à travers son dernier roman, à travers sa trajectoire, lorsqu'on s'arrête et qu'on pense à cette phrase, on voit bien comment il a pu, d'une certaine façon, porter à bout de bras cette phrase. Toutes les vicissitudes de notre vie sont des matériaux dont nous pouvons faire ce que nous voulons. Alors, ça me touche profondément de pouvoir, d'une certaine façon, présenter cette soirée avec Salman Rushdie en évoquant la phrase de Novalis. Alors, Salman Rushdie, bienvenue au Théâtre National de la Colline. Merci beaucoup. Nous allons passer 1h30 ensemble pour parler de votre dernier roman, 2 ans, 8 mois et 28 nuits, qui est paru aux éditions Actes Sud, qui vient de paraître dans sa version française aux éditions Actes Sud, dans la très belle traduction de Gérard Medal. Alors 1h30, c'est à la fois très court et c'est à la fois formidable. Très court pour embrasser toute l'œuvre, mais en même temps, c'est une chance merveilleuse de vous accueillir. Alors, pour vous, vous voyez, nous sommes nombreux ici autour du plateau. Je ne vais pas tout de suite vous présenter tout le monde, simplement vous dire qu'à côté de Salman Rushdie, il y a quelqu'un de fondamentalement important pour cette soirée, qui est Marguerite Capel, et qui va être l'interprète entre Salman Rushdie et nous. Donc c'est la personne qui va le plus parler dans la soirée, puisqu'elle va devoir tout dire dans les 2 langues. Alors, voilà. Et tout à l'heure, je vous parlerai des 3 personnes qui sont assises sur le canapé. Voilà. Alors, le roman de Salman Rushdie, nous sommes là pour ça. Nous allons en parler aussi dans un contexte tout à fait particulier. Le plateau du théâtre de la Colline sur lequel nous sommes assis est absolument neuf. C'est la première fois que vous voyez ce plateau. C'est-à-dire que le précédent, qui a été inauguré le 7 janvier 1988, qui avait presque 30 ans, a dû être ôté. Parce qu'il devenait dangereux. Dès qu'on y faisait quelque chose, il y avait des échardes, etc. Donc tout l'été, l'équipe technique et des intermittents ont travaillé pour enlever l'ancien plateau sur lequel il y a eu presque 30 ans de spectacle pour être remplacé par un nouveau plateau. Alors, vous me direz pourquoi est-ce que je vous parle de plateau. Bon, pourquoi est-ce que je vous parle de scène, un scène fait de hêtre et de pain. Eh bien, c'est que précisément dans le roman de Salman Rushdie, il y a un personnage tout à fait particulier qui, un jour, au sortir de rêves un peu agités, constate qu'il flotte au-dessus du sol. Il ne touche plus la scène, il serait là, il ne pourrait pas toucher le plateau. Ce personnage, qui est jardinier de son état, et qui est un anonyme comme la plupart d'entre nous,
dont la vie est habitée entre perte et joie, eh bien ce personnage va faire face à cette réalité tout à fait étrange de flotter au-dessus du sol. Il flotte. Au début, un peu, c'est absolument pas remarquable. Il est le seul à le sentir. Mais au fur et à mesure que les jours avancent, sa lévitation augmente. Et il fait face à des problématiques tout à fait concrètes, comment aller aux toilettes, puisque comment avancer, surtout comment on le regarde, quel regard les autres posent sur lui. Donc, c'est pas tant pourquoi ça m'arrive, c'est surtout comment je fais maintenant pour vivre avec ça. Il pouvait pas savoir, ce Geronimo, que ce qui lui arrive, au fond, c'est qu'il est le descendant d'une union absolument incroyable, survenue des siècles plus tôt, en 1195 de notre ère, entre un grand philosophe musulman, Ibn Rushd, plus connu sous le nom de Averroès pour nous occidentaux, et une femme qui porte le nom de Dunya, qui veut dire en arabe le monde, mais qui aussi peut-être, on va découvrir, est plus qu'une humaine. Elle est une djinn, ou pour le dire plus précisément, une djinnia, c'est-à-dire un être né d'un monde qui n'est pas le nôtre, et qui, mu par un amour immense pour les humains, va s'unir à Ibn Rushd pour donner naissance à une flopée de descendants, dont Geronimo 8 siècles plus tard. Et si tout à coup ce don de flotter lui apparaît, c'est que le temps dans lequel lui il vit est très inquiétant. Il est très inquiétant parce que le monde fait face à un conflit terrible. Un conflit entre ce qu'on pourrait dire d'une certaine façon la pensée de Averroès, pensée de cette rationalité humaine, humanisante, contre son ennemi juré de tous les temps, Al-Razali, autre philosophe, un tout petit peu plus jeune que lui, enfin qui arrivait un peu plus tôt que lui, à la fin du Xe siècle, et qui est peut-être la source de tout ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'intégrisme. Et qui lui aussi a sa flopée de djinns qui viennent l'aider. Et donc, des siècles plus tard, peut-être est-ce notre époque ou un peu plus tard, les djinns, comme Dunya, va devoir faire appel à tous ses descendants pour pouvoir mettre en place un système de résistance pour faire face à tout ce mouvement qui vient des djinns qui ont plutôt épousé la pensée philosophique de Al-Razali. Donc entre Averroès et Al-Razali, ce combat titanesque qui se poursuit bien plus longtemps après leur mort. Et Geronimo, mais comme bien d'autres, vont découvrir qu'ils ont été des descendants de cette union incroyable entre Djinia et puis Averroès. Le roman raconte de manière beaucoup plus évidemment éclatée, par tiroir, par digression, par application, par éclat, de manière kaléidoscopique. Chaque page vous fera penser à un auteur différent, vous fera penser à un film, vous fera penser à une réalité, et toujours en employant la manière la plus naturaliste, la plus réaliste, bien que ça soit des choses incroyables, ça reste tout à fait naturaliste, hyper réaliste, quelque chose qui donne une forme de réalisme magique, on pourrait dire, pour parler d'un choc de civilisation. Voilà. Alors, c'est une mise en contexte rapide que je fais. Je ne vais pas vous raconter tout le roman puisque l'idée c'est que vous le lisiez, mais dont on aurait besoin pour être en mesure de suivre la conversation. Alors. No, it's very good. You should go on. C'est très bien, vous devriez continuer. Bon, ben, justement, la question que j'aurais envie de vous poser, elle touche peut-être votre rapport à l'histoire, aux histoires. À une époque où on fait beaucoup de biopics, d'autofiction, de docu-fiction, de documentaires, enfin voilà, où le moi, le jeu est en présence, ou en tout cas la question de la narration est défaite, entre guillemets, après les déconstructivistes, après cette question de la narration qui parfois est mise à mal. Qu'est-ce que ça représente pour vous, les histoires ? Voilà, nous parler un peu de votre rapport au récit.
Well, I've always thought that story is the engine. You know, if the novel is the motor car, the story is the engine. And if you want to build a big motor car, you should put a powerful engine in it. You know, there are a lot of books nowadays which are big cars which have very small engines, you know? And so they don't move so well. En fait, j'ai toujours pensé qu'une histoire, c'était un moteur. Et si un roman est une voiture, il faut un moteur puissant pour faire un grand roman. Malheureusement, il y a beaucoup de livres qui ressemblent à des grosses voitures, mais qui ont des tout petits moteurs. Et ça ne marche pas très bien. But I'm not going to say which ones. Je ne vais pas dire lesquels, évidemment. No, but I think there is something profoundly at the center of human nature which wants stories. Je pense qu'il y a quelque chose au cœur de la nature humaine qui réclame des histoires. You know, we are the only creature on the earth that does this very strange thing. That we make up stories or we tell true stories to each other in order to understand the kind of people that we are. You know, stories for us are our way of understanding who we are. And I'm not talking about writers now, I'm talking about everybody. You know, we have family stories, we have stories of a community, we have national stories. You know, we all tell each other stories all the time. And we are the only thing in the world that does it. You know, so we are the storytelling animal. You know? And so the story is essential to who we are. Nous sommes la seule créature en fait sur Terre à faire ce truc bizarre qui est de créer des histoires ou de se raconter des histoires, même des histoires vraies, les uns aux autres. Et en fait, on le fait pour mieux comprendre qui on est. Je ne parle pas seulement des écrivains, je parle vraiment de tout le monde. On a des récits familiaux, des récits de la communauté, des récits nationaux. On est le seul animal qui dit des histoires, qui raconte des récits. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre essence. Qu'est-ce qu'une histoire doit porter avant tout pour vous? Quelle place l'émotion, le suspense, ces éléments qu'on retrouve dans votre livre, ces éléments au fond qui sont aussi justement des moteurs à l'intérieur du moteur. Est-ce que c'est important pour vous que le lecteur soit tenu par l'histoire, puisque vous faites référence aux 1001 nuits, et que Scheherazade, dans les 1001 nuits, ce qui la tient en vie, ce qui lui permet de survivre, c'est le fait que Haroun el-Rachid reste suspendu à ce qui va arriver. Il reste dans l'attente, dans le suspense. Et le suspense sauve la vie de la narratrice. Look, first thing I think is that I am very easily bored. You know? And I have a great fear of boring the reader, you know. And so the first thing a story has to do is to hold the attention. You know, the first thing it has to do is to make the reader want to know what happens next and make them want to turn the page. You know, and if it doesn't do that, then it's a failure. After that, it could do many other things, but that's the first thing. En fait, la première chose, c'est que je m'ennuie assez facilement. Et ma plus grande crainte, c'est d'ennuyer mon lecteur. Donc la première chose qu'une histoire doit réussir à faire, c'est à maintenir, à capter l'attention. Le lecteur doit avoir envie de savoir ce qui va se passer ensuite, il doit avoir envie de tourner la page, sinon c'est complètement raté. Après, l'histoire peut faire d'autres choses, mais ça, c'est la première. You know, when I was young in India, there is still a very vivid tradition of oral storytelling in some parts of India, particularly in South India. And I would go and listen sometimes to, and these storytellers, they get very, very big audiences. But they tell stories in a very unusual way. Vous savez, quand j'étais jeune en Inde, il y avait encore une tradition très forte de raconter des histoires orales, en particulier dans le sud de l'Inde. Ça m'arrivait parfois d'aller écouter ces conteurs qui avaient un public très important, mais qui avaient une façon vraiment particulière de raconter les histoires. When you're being taught how to write, how should you tell a story? The advice you're given is, there's a wonderful sentence in Alice in Wonderland when the white rabbit
is giving evidence in court and becomes confused and doesn't know how to proceed. And the King of Hearts says to him, begin at the beginning, go on until you reach the end, and then stop. and this is how we are told to write. En fait, quand on apprend à écrire, quand on vous apprend comment raconter une histoire, il y a une phrase merveilleuse dans Alice au pays des merveilles, c'est le lapin blanc qui se retrouve au tribunal et puis qui ne sait plus dans quel ordre prendre les choses, présenter les preuves, etc. Et le roi de cœur lui dit, commence par le commencement, continue jusqu'à la fin, et puis là, arrête-toi. Et c'est comme ça qu'on nous apprend à écrire. So this idea of simple narrative sequence beginning to end, this is exactly how these oral storytellers do not tell the story. Yeah? They digress constantly. So they will start with maybe a story from mythology. They will immediately connect that to a recent political episode. Then they will connect that to some personal memory or anecdote, which may, of course, be made up. Then they will sing a little song, maybe do a little dance. So there's like 4 or 5 things happening at the same time, one, in a kind of juggling act. And interestingly, instead of confusing people, it increases people's pleasure. It makes them more likely to want to sit there and listen. And so I thought there's something to learn here. Donc cette espèce de séquence narrative assez simple finalement, de partir du début puis d'aller jusqu'à la fin, c'est exactement l'inverse de ce que font ces conteurs en Inde. Eux, ils progressent vraiment par digression. Donc ils peuvent commencer par un récit mythologique et puis faire tout de suite un lien avec un épisode politique récent, et puis ensuite ils passent à une anecdote personnelle qui parfois d'ailleurs peut être complètement inventée, et puis après ils vous chantent une chanson et ensuite on passe à la danse. En gros, il se passe toujours 4 ou 5 trucs en même temps et ils sont dans une espèce de numéro de jongle entre plein de récits en parallèle. Et au lieu de semer la confusion, en fait, ça semble augmenter le plaisir que les gens ont à les écouter et leur donner encore davantage envie de rester. Donc il y a certainement une leçon à en tirer. So I've always had a tendency to tell too many stories, to overcrowd the narrative, because I think it creates a sense of joy and richness. That if you do it wrong, it's confusing. If you do it correctly, then it increases the pleasure of the reading. Donc moi, j'ai toujours tendance à raconter trop d'histoires, à surpeupler ma narration. En fait, j'ai le sentiment que ça crée un sentiment de joie, justement, de richesse. Si c'est mal fait, effectivement, ça peut créer de la confusion. Si c'est bien fait, ça ne fait qu'augmenter le plaisir. Alors justement, comment ça se passe ici? Parce que ce sentiment de récits multiples qui s'ouvrent, au départ, on l'a de façon très puissante, jusqu'à ce que, peu à peu, comme lecteur, on commence à organiser le récit. Comment c'est né? Si on imagine que tout auteur porte en lui une caverne d'où naissent les ombres, et qu'ensuite il y a quelque chose qui les amène à une forme de forme. Qu'est-ce qui a commencé au départ? Est-ce que c'est les Mille et une nuits? Est-ce que vous avez écrit juste avant un roman autobiographique d'une certaine manière qui a fait un récit de votre traversée quand même très pénible et très difficile des années où vous avez dû vous cacher souvent. Et là, vous arrivez à ce roman. Qu'est-ce qui le déclenche profondément? Est-ce qu'il y a un instant qui l'a déclenché? Est-ce qu'il y a une vision qui l'a déclenché? Et une fois que ça s'est déclenché, comment ça s'est écrit? Comment justement ce conteur indien a mis en place, sous une forme occidentale, je dirais, quelque chose qui nous parvient aujourd'hui, qui nous semble extrêmement construit, mais comment vous l'avez construit? The truth is, every book has a different way of arriving. It doesn't arrive the same. Sometimes one knows quite a lot of the story. Sometimes you just know about 1 or 2 important characters, and the book grows out of whatever your starting point is. In this book, the starting point certainly was that, as you said, the book before this
was in many ways the opposite of this. You know, it was very realistic and non-fiction, and I was trying to tell the truth as clearly as I could. And by the time I finished, and it's a very long book, it's much longer than this book. By the time I finished it, I was sick of telling the truth. So I thought it's time to really start making things up. You know, so that was the first inspiration. Stop telling the truth. La vérité, c'est que chaque livre arrive à sa façon et ça peut être complètement différent. Parfois, on connaît l'essentiel de l'histoire au moment où on commence. Parfois, on a seulement un ou deux personnages importants. Et le livre se construit et grandit à partir de ce point de départ. En tout cas, pour celui-ci, vous avez raison. Le précédent, c'était exactement le contraire. En fait, c'était un livre qui était très réaliste. C'était pas de la fiction. C'était, au contraire, le but était de dire la réalité de la façon la plus limpide possible. C'est aussi un livre très long, beaucoup plus long que celui-ci. Et en fait, quand je l'ai eu terminé, j'en avais marre de dire la vérité, j'en avais marre de raconter la vérité. Et il était temps pour moi d'inventer des choses. Donc ça a été vraiment ça la première inspiration. Then I had, when I started thinking about it, yes, I thought about these wonderful folk tales and fairy tales of the East, of which The 1001 Nights is the most famous, but in India there are many others. There's a wonderful collection of animal fables, the Panchtantra. And of course, there are the great epics of the Ramayana and the Mahabharata. And actually in Kashmir, which is where my family originally is from, there's a compendium like the 1001 Nights that is actually longer than the 1001 Nights in Sanskrit, which is called the Ocean of the Streams of Story, Kathasarit Sagar. Anyway, I thought, is there some way that I can return to that very early inspiration, the first stories I ever heard, really? Is there some way I can use that to tell a modern story? Because I didn't want to do something old-fashioned. I wanted to do something about now. You know? And was there some way, I thought, you know, the way in which the great German novelist Günter Grass would use the stories of the Grimm brothers to write stories, like his novel The Flounder. You know? I thought, is there something I can do which uses these stories in a modern way? Quand j'ai commencé à penser à ce livre-là, j'ai eu effectivement envie de m'inspirer de ces contes orientaux merveilleux. Alors on connaît les Mille et une nuits, il y a aussi tout un tas d'autres fables indiennes, les grandes épopées, le Ramayana. Ça et puis, moi je suis originaire du Cachemire, et au Cachemire, il y a une autre version des Mille et une nuits en sanskrit aussi, dont le titre serait L'océan des sources d'histoire, des sources de contes peut-être, à retrouver en français. Donc c'était évidemment l'inspiration de départ, mais j'avais envie d'utiliser cette inspiration-là pour raconter des histoires modernes. C'est-à-dire, je ne voulais pas faire quelque chose justement de traditionnaliste ou à l'ancienne, j'avais envie de raconter quelque chose de moderne, de la même façon que Günter Grass a pu utiliser les contes de Grimm pour raconter des histoires très modernes. And then I just had a lot of fragments, you know, and for a long time, I didn't know how the fragments would come together, or even if they belonged in the same narrative. I had the idea that I wanted to write about Ibn Rushd, Averroes. I had the first thing of all was the story you told, which was the story of Mr. Geronimo, the gardener who comes unstuck from the ground. And there were other just fragments of story, you know, and it took me quite a long time, it took me maybe a year of fooling around, trying to see how this became a story, before I understood how it worked. Au début, j'avais plein de fragments d'histoire et je ne savais pas trop comment j'allais les lier, ni même s'ils étaient liés et s'ils pouvaient appartenir au même fil narratif. J'avais un bout de texte, je savais que je voulais écrire sur Averroès, sur Ibn Rushd. J'avais aussi, c'est la première chose qui est arrivée, l'histoire de Monsieur Geronimo, ce jardinier qui décolle du sol. J'avais d'autres morceaux d'histoire et j'ai passé quand même presque un an en fait à jouer avec avant de comprendre comment ça allait s'articuler en un fil narratif global. And actually, the idea of the war between the jinn, the war between the evil jinn and the heroic female jinn who comes to save the world, that actually arrived quite late. You know, that wasn't something I was thinking about
until quite late. And then when I thought about it, I thought, okay, finally, I have the thing which organizes the story. You know, I have the big arc of the story, and I know what that is. And then all these other stories began to fit into that. You know, so, but that was it. I mean, really, quite surprisingly late, it arrived. En fait, l'idée de la guerre entre les djinns maléfiques et cette héroïne djinnia, femme djinn, est arrivée assez tard. Hein. Ce n'était pas quelque chose auquel je pensais au départ. Et puis quand j'ai eu cette idée, je me suis rendu compte que j'avais enfin la grande histoire, le truc qui allait structurer, organiser tout le reste du livre et que les autres histoires allaient s'intégrer dedans. Mais c'est arrivé assez tard et c'était plutôt une surprise. Est-ce que justement ce moment où, quand vous dites, vous avez écrit des fragments et que vous ne saviez pas encore exactement comment tout ça allait s'organiser, est-ce que à ce moment-là, ça c'est vraiment une question presque personnelle, parce que, enfin personnelle pour moi, c'est une question qui m'intéresse vraiment gravement. Est-ce que vous faisiez est-ce que c'était votre raison qui cherchait, par exemple? Est-ce que vous disiez, bon, comment est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que votre raison, comme auteur qui essaye de trouver des liens, des causes à effet entre des fragments que vous avez écrits, pour essayer de trouver justement cet arc-là, ou bien vous vous disiez, l'arc viendra seul, presque par agglomération, presque par lui-même. Comment se passe ce moment compliqué pour un auteur lorsqu'il n'est pas encore dans le roman, mais qu'il est déjà assez engagé dans l'écriture, où tout jeter le rendrait profondément triste, mais il n'a pas encore fait le pas du roman. Comment ça se passe à ce moment-là? Yeah. No, it's a mess. and it's quite a terrifying mess. C'est le bazar et c'est terrifiant. But I think one of the sad things about being a writer is you learn very little from experience. Because each book only teaches you how to write that book. And then you have to start again. Une autre chose en tant qu'écrivain, c'est qu'on apprend très très peu de ses expériences. En fait, chaque livre ne vous apprend qu'à écrire ce livre-là, et ensuite il faut recommencer du début. But one thing you do learn, I think, from experience is you gain the confidence to know that if you just keep hammering at it, eventually there will be a book. Eventually it will show up, you know, because you've done it a few times. And so you know that if you just keep doing what you do, eventually it'll show up. And that's a comfort, you know, in what is very chaotic and often very depressing moment, because you feel like you're wasting your life, you know, and it's just a collection of, it's like having pieces of 100 different jigsaw puzzles, you know, and not knowing how they fit together. But you get this feeling that if I just keep doing it, eventually something will show itself to me. And so far it has. So far it has. Il y a une seule chose qu'on apprend quand même à travers l'expérience, c'est qu'on finit quand même par avoir confiance dans le fait que si on insiste, qu'on travaille dur et qu'on tape dessus, à la fin, il y aura un roman. Il finira par apparaître d'une façon ou d'une autre. Quand on l'a déjà fait une fois, deux fois, on sait qu'à la fin, il finira par y avoir un roman si vraiment on s'accroche. Et ça, c'est quand même un sentiment assez réconfortant dans un processus qui est quand même très chaotique, parfois assez déprimant. On a un peu l'impression de gâcher sa vie à s'acharner dessus. Et c'est un peu comme imaginez avoir des tas de pièces venant de 100 puzzles différents dont on ne sait pas trop comment réussir à en faire quelque chose. Mais à la fin, il finit toujours par arriver quelque chose, justement, à avoir un roman. En tout cas, jusqu'à présent, pour moi, ça a toujours marché. I think there's a moment when you realize that it's beginning to work, which is the moment when the characters start talking to you. You know, when you know them well enough that they begin to tell you what they need, you know, and I think there is an aspect of writing fiction which feels like listening more than creating. Feels more like you have your characters and you sit down with them every morning and you say, what do you want? You know?
And when they are properly alive, they begin to tell you, I need this, I need that, you know, and that at that point you think, okay, you feel more sure of yourself. Sometimes it's just you find a language, you find Joseph Heller, the great American writer who wrote Catch-22, he used to say that many times his work would come alive when he thought of a particular sentence. You know, there would literally just be a sentence, but he would know that that sentence contained another 200 sentences, you know, and that happens. That happens. So it's just when the thing begins to live, you know, and it begins to talk to you, then you think, okay, there's something here. Il y a en général un moment où on commence à comprendre que ça fonctionne, c'est quand les personnages commencent à vous parler. C'est-à-dire quand vous commencez à les connaître suffisamment pour qu'ils puissent vous dire de quoi ils ont besoin. Il y a quelque chose dans l'écriture qui relève plus du fait d'écouter que du fait de créer, en fait. C'est vraiment s'installer chaque matin avec les personnages importants qui vous deviennent familiers et leur demander, bon bah alors, vous voulez quoi ? Et quand ces personnages sont devenus assez vivants, ils vous disent de quoi ils ont besoin. Et alors là, on devient plus sûr de soi, on commence à comprendre. Parfois, c'est aussi quand on trouve un langage ou quelques mots. C'est Joseph Heller qui est l'auteur de Catch-22, je n'ai plus le titre en français, malheureusement, qui disait, lui, que parfois ça lui arrivait de trouver une seule phrase, mais qui en contenait 200 ou 300 autres. Et il savait qu'à partir de cette phrase-là, il avait avancé. Et quand on arrive à ce moment-là, on peut prendre confiance. Quelle est votre langue maternelle ? Urdu. L'ourdou. Et est-ce que vous parliez l'anglais enfant ? Yes, but in Bombay growing up, everybody spoke more than one language. You know, in Bombay, well, the national language is Hindi. The regional languages are Marathi and Gujarati. My mother tongue was English, was Urdu, and I went to a school in which the language of education was English. So that's 5. Mm-hmm. And I'm not saying everybody spoke 5 languages perfectly, but you had some knowledge of that. And what we spoke was a kind of jumble of language, you know, that we would use words from whatever language seemed to be most appropriate. But yes, I mean, I grew up more or less, I mean, bilingually in English and Urdu. Oui, mais en fait, quand on grandissait à Bombay, à l'époque, tout le monde parlait plus d'une langue. La langue nationale, c'est l'hindi. Les langues de l'État de Bombay, c'est le marathi, le gujarati. Moi, j'étais de langue maternelle ourdou et j'allais dans une école où l'enseignement était en anglais, qui était la langue de l'éducation. Donc on maîtrisait tous plus ou moins toutes ces langues, pas de façon parfaite, mais on connaissait suffisamment un petit peu de ces langues. Et en fait, on parlait une espèce de sabir, un mélange de toutes ces langues. Donc on peut dire, on utilisait les mots qui étaient adaptés, et on peut dire donc que j'ai grandi effectivement bilingue ourdou-anglais. And I think there's something about growing up in that kind of language world that makes you playful with language. Because you can fool around, you know, you can decide to use a word from Hindi in the middle of an English sentence, etc. It gives you naturally a desire to play with language, you know, and I think the way in which I eventually began to write was a reflection of that. Et je crois qu'il y a quelque chose quand on grandit dans ce genre d'univers linguistique qui vous donne envie de jouer avec les langues assez naturellement, qui vous rend un peu joueur. Ça vous vient assez naturellement de mettre un mot d'hindi au milieu d'une phrase en anglais. Et je crois que la façon dont je suis devenue écrivain reflète assez bien ça. J'aimerais vous poser maintenant 2 questions que je me suis véritablement posées en lisant votre roman. Et 2 questions qui m'ont interrogé, c'est-à-dire deux choses avec lesquelles je n'étais peut-être pas nécessairement, entre guillemets, pas d'accord, mais qui m'ont vraiment travaillé. La première, c'est le fait de la question de la descendance. C'est-à-dire que que les personnages qui vont être appelés par Dounia, ce soient des personnages qui font partie, au fond, de sa lignée de sang.
pour le dire simplement. Et je me suis posé la question, ça me faisait penser un peu à une phrase qui, pour moi, enfin, a toujours été très importante, une idée de Hannah Arendt, qui disait que, surtout après le XXe siècle, qui a été tellement sanglant, que l'idée des promesses que nous pouvons tenir les uns avec les autres, donc d'une certaine manière l'idée de l'amitié, était peut-être ce qui allait nous sauver du sang des promesses, du sang ne riez pas, du sang des prophéties et du sang de la famille, de cette idée qu'on est lié à la famille et que ce n'est que dans le giron de la famille qu'on peut trouver une solution. Est-ce que, par exemple, vous vous êtes posé la question que, entre guillemets, que les descendants de ce couple incroyable puissent se démultiplier non plus à l'intérieur du cadre familial, si je puis dire, mais dans le cadre dégagé de la question de la lignée? Oh, I think they obviously can marry outside the bloodline. You know, I mean, any community that is doomed to marry inside the bloodline usually diminishes rather than grows. You know, and you need to. You need the impurity. You know, you can't have the purity of the line. And these people, I mean, this is like 850 years later. You know, and they don't even know that they're all the descendants of this magical union. So they're all very impure creatures. You know, and I'm greatly in favor of impurity. You know, I think purity is a very dangerous idea. When people start talking about purity, other people start dying. That, you know, then you get racial purity, cultural purity. These are very dangerous ideas. Dirt is better. Donc bien sûr, ils peuvent se marier, enfin tous ces descendants ont pu se marier en dehors de leur lignée. Heureusement, toute descendance d'ailleurs qui reste dans la lignée pure meurt. En fait, on a besoin de l'impureté. Là, on est 800 ans plus tard. Ces gens ne savent même pas qu'ils sont tous les descendants de cette même union. Ils sont tous très très impurs et je suis très favorable à l'impureté. Je pense que la pureté est quelque chose d'extrêmement dangereux, que quand quelqu'un commence à la brandir, ça veut dire que d'autres personnes vont mourir, la pureté culturelle, etc. Je pense qu'être un peu sale, c'est mieux. Merci. Comment est-ce que vous avez voyagé tout au long de l'écriture du roman avec l'idée, le danger d'un possible rapport manichéen entre d'un côté Al-Razali et de l'autre côté Averroès? Parce que bon, dans le roman, c'est vrai que Al-Razali apparaît véritablement comme une figure qui a donné naissance à ce qui nous terrorise aujourd'hui, alors que nécessairement, bien sûr, c'est une figure beaucoup plus subtile, liée au soufisme, liée à une démarche spirituelle très grande. Et donc, est-ce que la question du manichéisme s'est posée à vous? C'est-à-dire, j'ai l'impression au cours du roman que vous vous êtes dit « Oh, puis je ne vais pas nuancer. Ça sera, puisque la fiction me permet d'être dans un rapport ludique, je n'ai pas envie de coller trop à une réalité historique. » Well, it's a very good question actually, because it's a real danger when you try and make too simple an opposition between something that you like and something that you don't like. You know? The book can become polemical. It can become too simplistic, as you say, and the reader immediately senses that. And on the whole, people don't like didactic books. People don't like books that tell you how to think. You know, people do like books that encourage you to think about it and come to whatever your conclusion is. You know, but they don't like didactic. I don't like didactic books. You know, so in the end, you have to rely on your novelist's instinct. You know, because you think that all the time, and you have to make them feel like people, you know, not like representatives of an idea. You have to make them feel like people.
Yeah. Sorry, I talk too much. It's very difficult for her. C'est une excellente question parce que c'est un véritable danger, effectivement, quand on tombe dans des oppositions un peu trop simples entre quelque chose qu'on aime et quelque chose qu'on n'aime pas. Le livre peut devenir polémique ou peut devenir trop simpliste, comme vous l'avez dit, et surtout le lecteur s'en rend compte tout de suite. Les gens n'aiment pas les livres trop didactiques, ils n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent penser, ils préfèrent qu'on les encourage à penser. Moi non plus, je n'aime pas les livres très didactiques. Et donc il faut vraiment se fier à son instinct de romancier pour que les personnages, notamment, vraiment, on puisse les sentir comme des personnes et pas comme les représentants de telle ou telle idée. See, I'm actually quite interested in the ideas of Ghazali, who is a very, who now is influential as a very conservative thinker. But he was an interesting thinker, and essentially his argument is about the nature of God. And his view is that God is so great that he cannot be bound by the rules of the world. He can do whatever he wants because he's God. The counter-argument is that once God has made the world, then the laws of the world apply. And even God must act within the laws of the world he himself has made. Right? And there's this wonderful example, which I use in the book, but which is actually from Ghazali himself, which dramatizes it. Moi, les idées de Al-Ghazali m'intéressent énormément. C'est évidemment un penseur très conservateur et très influent dans ce secteur-là, mais c'est aussi un penseur très important, très intéressant. Son argument principal porte sur la nature de Dieu. Pour lui, Dieu est si grand qu'il ne peut pas obéir à aucune contrainte, il ne peut pas obéir aux règles du monde. Le contre-argument consiste à dire que puisque c'est Dieu qui a créé le monde, les règles s'appliquent aussi à lui. Et il y a un exemple que j'utilise dans le livre qui vient de Al-Ghazali. There's a moment when Ibn Rushd, Averroes, puts to Dunya, his lover, the jinn princess, he puts to her a problem which is in Ghazali. He says, if you have a piece of cotton and you have a flame and you apply the flame to the cotton, what happens? And she says, the cotton catches fire. And he says, why? And she says, well, because that's what happens. That's the law, it's the rule. The heat makes the cotton catch fire. It's just the way things are. And then he explains that according to Ghazali, that's not right. The only reason the cotton catches fire is because at that moment, God decides that it's okay for the cotton to catch on fire. And if God decided the opposite, then it wouldn't happen. So she says, what you mean if God could choose that the cotton would extinguish the fire? And he says, yeah, according to Ghazali, if that's what God decided to do, he could do that because he's God. And she says, that's really stupid. But essentially, that's the question, is what is the nature of the Almighty? Is the Almighty limited by the world he has made or not? So, and if he is, then all kinds of things are allowed, such as logic and reason and science, because the world must follow the rules that God has made. But if God is whimsical and capricious, can do any damn thing he wants, then we're screwed. And that's the argument. Donc il y a un moment où Ibn Rushd, Averroès, pose à Dunya, donc qui est son amante, la princesse Jinya, un problème qui est un problème posé par Al-Ghazali. Il lui dit, si tu rapproches un morceau de coton d'une flamme, qu'est-ce qu'il se passe? Il lui répond, le coton va s'enflammer. Et il lui demande pourquoi. Et elle répond, Dunya, parce que c'est la règle, le feu embrase le coton, c'est comme ça que les choses se passent, c'est ainsi que c'est.
Et il lui répond, mais selon Razali, en fait, ce n'est pas vrai. La seule raison pour laquelle le coton s'enflamme au contact du feu, c'est parce que Dieu décide à ce moment-là que c'est OK, que le coton peut brûler. Et si Dieu avait décidé autre chose, s'il avait décidé le contraire, le coton ne s'enflammerait pas. Dounia répond, mais alors dans ce cas-là, ça veut dire que Dieu pourrait décider que le coton éteint le feu, par exemple? Oui, répond Averroès, selon Razali, il pourrait. Et Dounia répond, mais c'est complètement idiot. La question centrale est vraiment autour de la nature du Tout-Puissant. La question, c'est de savoir s'il est limité par le monde qu'il a créé ou pas. Et s'il est limité par les règles du monde qu'il a créé, ça veut dire que dans ce cas-là, il y a plein de choses qui sont possibles, la rationalité, les sciences, la logique, etc., parce qu'il existe des lois, des règles. Alors que si Dieu n'en fait qu'à sa tête et qu'il est complètement fantaisiste, là, on est fichu. I mean, I tell the story just to show that it's, for me, that's the way of making both sides interesting. You know, not to make one side a caricature, but to make both sides interesting. En fait, si je raconte cette histoire, cette partie-là, cette anecdote, c'est parce que c'est pour moi la façon de rendre les deux côtés, les deux points de vue intéressants. Et de ne pas en rendre un caricatural, mais de rendre vraiment les deux intéressants. Dans le roman, à un moment donné, il y a une rencontre, en fait, une question que le djinn qui est au service de Razali va venir et va lui poser une question, enfin comme ça, ce djinn qui s'appelle Zumrud Shah, qui est le plus terrible des djinns, celui qui souffle sur le monde un souffle de terreur énorme. Il arrive et Razali lui répond voilà ce que je voudrais que tu fasses. Donc, quand je dis que Razali lui répond, c'est la poussière du squelette de Razali qui répond d'une voix comme ça qui surgit et qui dit ce que je voudrais, c'est que tu instilles la peur. Instille la peur, lui dit Razali. Seule la peur peut pousser le pécheur à se tourner vers Dieu. La peur fait partie de Dieu au sens où elle représente la bonne réponse de cette faible créature qu'est l'homme au pouvoir infini et à la nature punitive du Tout-Puissant. On pourrait dire que la peur est l'écho de Dieu. Et partout où cet écho se fait entendre, les hommes tombent à genoux et implorent le pardon. Alors, c'est important pour moi de citer cet exemple au moment où je vais vous présenter les trois personnes qui sont assises sur ce canapé en face de moi. Alors, vous voyez, au Théâtre de la Colline, on se pose énormément de questions en cette année où on se demande qu'est-ce que le théâtre, qu'est-ce que le théâtre peut poser comme geste pour permettre de dépasser la notion de peur dans laquelle nous avons été plongés cet été et l'année qui vient. Et qui a fait en sorte que, par exemple, moi j'ai retrouvé auprès de mes proches des inquiétudes que je voyais dans les yeux de mes parents quand j'étais enfant pendant la guerre civile libanaise, c'est-à-dire une peur face à l'avenir, et puis une peur concrète, les enfants, l'école, les marchés, est-ce qu'on peut aller où, est-ce qu'on peut aller, etc. Et tout à coup, le voir dans l'esprit, dans le visage de Français. Pour le Libanais que je suis, c'est un choc parce que pour nous, la France était toujours un havre. Et de sentir que cette peur-là est posée là, tout le temps, à chaque instant, surtout dans un lieu public, un lieu d'art et un lieu de parole. Pendant toute l'année, il y a eu aussi une loi très débattue, la loi du travail, j'ai eu le sentiment que cette loi a beaucoup participé à rendre le monde du travail absolument effrayant pour ceux qui sont sur le point d'y aller. C'est-à-dire où ils se disent on n'y comprend rien, mais en plus ça a l'air terrible parce que ça a l'air pas bien, mais on ne sait pas pourquoi, et on ne sait pas ce qui nous attend, et ça a l'air très difficile. Et du coup, une des choses qu'on s'est dites ici au théâtre, c'était comment on pouvait faire en sorte que les adolescents et puis ceux qui sortent de la prime adolescence, comment on pouvait leur donner une place.
Or, il se trouve que les gens de votre génération, souvent, ce sont des gens à qui on donne des réponses, on leur dit quoi faire, on leur dit ce qu'ils doivent penser, etc. Mais c'est très rare qu'on leur permette de prendre la parole et de nous dire à nous, adultes, ce qu'on ne comprend pas d'eux, qu'ils nous apprennent à nous ce que l'on ne comprend pas d'eux. Et on s'est dit que dans chacune des activités qu'on ferait dans ce théâtre, nous allions les impliquer. Par exemple, nous avons décidé en sachant qu'en invitant Salman Rushdie aujourd'hui, que la salle risquait d'être pleine. Donc, on a décidé de faire un quota pour être sûr qu'il y aurait au moins 200 personnes qui sont un peu de cette génération-là qui puissent venir et qu'on puisse faire ce travail auprès d'eux. Mais qu'on ne les installe pas seulement dans la salle, qu'ils soient aussi ici sur le plateau et qu'ils puissent aussi avoir la possibilité de poser leurs questions, à Salman Rushdie. Je tiens à rappeler que ce sont 3 personnes qui vont, pour 2 d'entre vous, en tout cas, ou 3 peut-être, voter pour la première fois à une élection présidentielle cette année. Dans un contexte de peur, quelles questions, qu'est-ce qu'ils auraient envie de poser comme question à un homme comme Salman Rushdie qui a traversé ces questions-là dans sa propre chair. Donc c'est la présence de ces 3 personnes que je vais vous présenter rapidement. Ensuite, ils vont se présenter à vous autrement. Simplement vous dire que vous avez Juliette, qui est ici, Juliette Smadja, qui est à l'Université Paris 3 et qui fait une licence en anglais et en théâtre. Vous avez Lucie Madeleine, et ainsi que Marin Morel, qui tous les 2 sont en prépa littéraire au lycée Joliot-Curie à Nanterre, dans la spécialité théâtre. Vous me corrigez si j'ai dit des bêtises. Voilà. Donc, dans cette deuxième partie de la soirée, je vais commencer par leur donner la parole, ce qui ne nous empêchera pas de revenir évidemment sur le roman de Salman Rushdie. Alors, à vous la parole. Bonjour. Bonjour. Donc, comme l'a dit Wajdi Mouawad, on est étudiants. Ah, ça ne fonctionne. On est 3 étudiants. No, it's not. D'accord, je prends l'autre. Ça marche ? Oui, ça marche. Il fallait que ça tombe sur moi. On est donc 3 étudiants dans une branche littéraire, puisque Juliette sort également d'une prépa littéraire. On a fait nos études dans un milieu où on sait que l'émancipation intellectuelle, et on nous a forgés à avoir un esprit critique. On sait qu'on n'est pas représentatif de toute la génération 18-25 ans d'aujourd'hui. On représente notamment 5 autres personnes qui ont travaillé avec nous pour cette rencontre, qui sont dans la salle. Et du coup, voilà, on part de ce point de vue. On va parler, nous, de ce point de vue de notre goût pour la littérature, de notre goût pour le monde qui nous entoure, même si il peut nous être effrayant. Et je vais laisser Juliette continuer. Bah oui, c'est à peu près ça. Donc nous sommes de jeunes étudiants, on a des rêves plein la tête, on a envie de participer à la marche du monde. Mais aujourd'hui, justement, face au constat d'une société en crise, face à la montée du terrorisme, face à la peur, au pessimisme, des fois, nous nous sentons désarmés, plein de doutes. Et c'est pour ça qu'après la lecture de votre roman, Salman Rushdie, nous avions eu envie de vous poser des questions à vous, en tant qu'écrivain, qui faites état d'un monde comme ça, d'un monde en crise, d'un monde éprouvé par la montée des extrémismes. Et aussi, donc nous avions voulu vous poser ces questions justement parce que vous avez vécu cette expérience du danger et du risque. Voilà. Mm-hmm. Yep. Donc, vous voulez Okay. Alors, moi j'ai une première question qui va partir en fait de votre roman et du personnage de Geronimo, donc que présentait Wajdi Mouawad, qui est celui qui vole d'un seul coup, enfin qui commence en tout cas à voler avec un malheur qui lui a été infligé. Et justement, dans tout votre roman, il y a des bouleversements assez incessants de l'identité de chacun des personnages, à la fois physiquement, mais aussi mentalement, moralement. Et aujourd'hui, quand on parle beaucoup justement d'identité, et on dirait qu'il y a un besoin, en tout cas nécessaire, de fixer les identités, que ce soit à travers les médias, d'essayer de définir des limites strictes, et de figer un peu aussi les gens, de ne pas laisser place au doute en fait.
Et notamment, même par exemple, que ce soit dans les CV, dans les réseaux sociaux, on est tout le temps en train d'ériger des profils et des définitions de nous qui sont finalement toujours en retard. Et enfin, je me demandais, vous, ce que vous pensiez de tout ça, de l'identité, et notamment de tous ces changements en fait, qui peut-être la remettent en cause souvent. Well, it's a very big question because the subject of identity is so alive now. You know, it's so much in everyone's minds. C'est une très vaste question parce que le sujet de l'identité est vraiment très vif aujourd'hui et tout le monde l'a effectivement à l'esprit. I have a real worry about identity politics. J'ai une véritable inquiétude concernant les politiques identitaires Because it seems as if what we are all being encouraged to do is to define ourselves more and more narrowly. You know, to decide. My view is that people are many things at the same time. We are not just one thing. You know, and to be asked to define yourself as one thing, whether that's to do with politics or race or sexual orientation or whatever it might be, you know, is a narrowing. And I worry that we are all being encouraged to become narrower as in our idea of ourselves. En fait, c'est comme si on nous encourageait tous à nous définir de la façon la plus étroite possible. Pour moi, on est beaucoup de choses à la fois, on n'est pas une chose à la fois. Et quand on nous demande de nous définir comme une seule chose, qu'il s'agisse de politique, qu'il s'agisse de race ou de sexualité, eh bien, ça nous contraint, ça nous restreint et on nous pousse en fait à nous voir d'une façon beaucoup plus limitée. I mean, my idea of the self is that the self is very contradictory, and it's also constantly, and that it's also metamorphic. It transforms all the time. I'm going to do shorter sentences, so it's easier. Et mon idée du soi, c'est que le soi est très contradictoire et qu'il se métamorphose en permanence. And, you know, if you think about yourself, you can make a number of statements about your identity, which would all be true. You could say, for example, that you identify as short or bald or a supporter of a particular football club or a person who does a certain job or as the child of your parents, or as the parent of your child, or as the friend of your friends, or as the believer in whatever it is you believe in, or the unbeliever who doesn't believe in the things that other people believe in. And you could make 30 or 40 very important statements about yourself, and they would all be true. Now, my view is that what we are is all those things put together, right? And that the way our identity expresses itself changes according to the situation we're in. We do not behave towards our parents the way we behave towards our children. We are not the same person with our employer as we are with our friend. You know, we are not the same person with our lover as with the person sitting next to us at a football game. You know? So our identity shifts constantly depending on the situation. And that's good. That seems to me that is what it is to be a human being. And also, when you define identity in that very broad way, it is easier to find common ground with other people. You know, you might disagree violently about politics, but support the same football team. You know, you might have very different kinds of work, but you can agree about the religion that you follow. You know, so the more ways there are that you think about yourself, the more likelihood there is that you will find things in common with other people. And the narrower your identity is,
the less likely it is that you will find things in common with other people, and so the risk of conflict increases. And so this is why I worry about what is happening in the discussions about identity right now, which is that people are being asked to narrow themselves. Whereas my view is that, and I think the thing that literature shows us, is that characters are many things. They're not just one thing. And actually, when a character is just one thing, it's not an interesting character. You know? So literature knows this. Literature has always known that characters, human beings, are many things at once, and they contradict themselves. And that is what it is to be a human being. So that's there we are. That's the short answer. Quand vous parlez de vous, vous pourriez affirmer plein de choses sur votre identité qui seraient toutes vraies. Vous pouvez vous définir comme petit, comme chauve, vous pouvez vous définir comme le supporter d'un club de foot en particulier, vous pouvez vous définir par votre métier parce que vous êtes l'enfant de vos parents ou le parent de vos enfants, vous pouvez vous définir comme l'ami de vos amis, le croyant, quelle que soit la croyance que vous ayez, l'incroyant en quelque croyance que les autres ont et pas vous. Vous pouvez affirmer 30 ou 40 choses différentes sur vous-même qui sont toutes vraies. Et pour moi, en fait, ce qu'on est, c'est toutes ces affirmations ensemble. Et la façon dont on exprime son identité, elle change en fonction des situations. On n'a pas le même comportement, pas la même attitude vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de son employeur ou de ses amis, vis-à-vis de son amoureux ou du voisin de match qui est assis à côté. Et c'est très bien parce que c'est exactement ça d'être humain. Et c'est vraiment quand on arrive à avoir une définition aussi large de l'identité, l'intérêt aussi c'est qu'on arrive plus facilement à trouver des points communs et des terrains communs avec d'autres. Et c'est quand on peut avoir par exemple une opposition politique extrêmement violente avec quelqu'un, mais appartenir au même club de foot ou supporter le même club de foot. On peut avoir des boulots très différents, mais faire partie de la même religion. Et plus la définition de l'identité est large, plus elle permet de trouver des terrains d'entente avec d'autres. Plus la vision au contraire de l'identité est limitée et restreinte, plus les terrains de conflit augmentent. Et c'est ce qui m'inquiète dans le débat identitaire aujourd'hui, c'est qu'on demande aux gens de restreindre ce qu'ils sont, de réduire leur façon de se considérer eux-mêmes. Alors que la littérature sait que les personnages qui sont plein de choses à la fois sont les plus intéressants, les plus importants, qu'un personnage qui n'est qu'une seule chose, qui ne se définit comme une seule chose, n'est pas du tout intéressant. La littérature, c'est ça depuis longtemps, que les humains sont énormément de choses contradictoires. There's a famous line by the American poet Walt Whitman, where he says, "Do I contradict myself? Very well, I contradict myself." And I think that's in 6 words what I've been taking a lot more time to say. Il y a une citation célèbre du poète américain Walt Whitman qui dit « Est-ce que je me contredis ? Eh bien, je me contredis. » Enfin, il doit y avoir une traduction un peu meilleure. Voilà, qui résume très bien ce que je viens de dire beaucoup plus longuement. Juliette, est-ce que tu aurais envie de repréciser la question autour de la peur, du lien que tu faisais entre cette notion de peur et la lecture que tu as fait du roman ? Oui, absolument. Donc oui, je suis issue d'une génération qui n'a pas connu la guerre, heureusement pour moi. Pourtant, j'ai l'impression de la vivre au quotidien et de vivre la menace justement et qui m'est sans cesse rappelée par les médias, par justement par ma famille, par énormément de choses, par la pression de la société. Pour ma part, moi, j'essaye de vivre normalement, j'essaye de ne pas me laisser brimer, je sors, je vais au théâtre, j'assiste à ces rencontres, voilà. Mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir peur et de me sentir, de me sentir vraiment, anxieuse. Et justement, je voulais me demander, comment est-il possible de se départir de cette peur presque paralysante ? Et vous, comment vous avez négocié avec cette peur, justement ? Comment avez-vous réussi à l'apprivoiser ou à la bannir ? Et justement, c'est une question qu'on se posait, surtout après la lecture du livre et la dernière phrase du livre, qui est « La nuit, nous aimerions faire des cauchemars ».
Non, il n'y a pas de spoil, hein, vous inquiétez pas. Il y a, le livre reste intéressant, je n'ai pas tout gâché, ne vous inquiétez pas. Et voilà, donc c'était la question que je me Yeah, all posais. right. Now I understand what you're saying. I can talk about it without telling them the end of the book. Ok. Bon, je peux répondre sans qu'on lise la dernière partie. Look, first of all, I think the people of my generation owe you an apology for the world we are passing on to you, because it's not so great. I mean, that's the first thing. La première chose, c'est que les gens de ma génération vous doivent des excuses pour le monde qu'ils vous transmettent parce qu'il n'est pas formidable. Ça, c'est la première chose. There is, I think, we can't argue with the fact that this is a dark time. No, it is. But remember that this is not the worst of times. There have been much worse times in the history of this country. Half a century ago, there was a German occupation, and that was a much worse time than this. But it's a bad time, and so we have to, I will try and answer the question about how you deal with that. On ne peut pas nier que l'époque est particulièrement sombre. C'est important de se rappeler que ce n'est pas forcément la pire. L'histoire de ce pays a connu pire. Il y a un demi-siècle, c'était l'occupation allemande. C'était pire qu'aujourd'hui, même si effectivement on vit à une époque très sombre. Je vais répondre à la question de comment est-ce qu'on fait face à la peur. The thing that I came to understand during those years when I was facing this kind of threat was that the problem with fear is that it is a dictator. Fear is a tyrant, and when you are afraid, you can't do anything except be afraid. It takes over. Ce que j'ai compris pendant toutes ces années où j'ai été confrontée à ce genre de menaces, c'est que le grand problème de la peur, c'est que c'est un véritable dictateur, c'est un tyran. Quand vous avez peur, vous ne pouvez rien faire d'autre. And I think there's a thing we have to learn how to do as individuals, which is to accept that the world is frightening, that it's probably not going to stop being frightening anytime soon. But that we're not going to allow that to prevent us from getting on with our day. That you have to somehow find a trick in your mind, which is what I tried to do, to put the fear in a box and put the box in the corner of the room. And so it's not that it isn't there. It is there, and it's right there in the corner of the room, but it's in a box. And now I'm going to have my day. And I think many people who I've talked to who have been in extreme situations have found techniques like that. Il y a une chose qu'on doit apprendre à faire en tant qu'individu, c'est qu'on doit effectivement apprendre à accepter que le monde dans lequel on vit est effectivement effrayant et que ça ne va pas s'arrêter tout de suite, ça va durer un peu, mais qu'il ne faut surtout pas que ça nous empêche de vivre notre vie. Il faut trouver un truc, une astuce de l'esprit qui permet en fait de ranger cette peur dans une boîte et de ranger cette boîte dans un coin de la pièce. Ça ne veut pas dire que la peur n'est pas là, mais elle est juste là, elle est dans le coin, mais elle est rangée dans la boîte. Et pendant ce temps-là, moi je vais faire ma vie. Et la plupart des gens qui sont confrontés à des situations extrêmes développent ce genre de truc. I had the opportunity many years ago now to talk to some of the individuals who had been made hostages in Lebanon and were being kept under appalling conditions. J'ai eu l'occasion, il y a longtemps maintenant, de parler avec certaines des personnes qui avaient été retenues en otage au Liban dans des conditions terribles. They all found their imagination was the thing that saved them. They would imagine places to go in their head, which were not the horrible places that they actually were. Et ils ont tous trouvé, en fait, c'est leur imagination qui les a sauvés. Ils ont tous trouvé des endroits dans leur esprit où se rendre, où se réfugier, qui n'était pas l'endroit terrible où ils se trouvaient. One of them told me that he had a farm in his head, right? And the farm was very, very specific.
It was in a specific place, it had a specific shape, there were buildings which he knew where the buildings were, and there was a certain number of cows and a certain number of sheep, and he had to look after them and maintain the buildings in good order, and etc. And every day he would go to the farm, and he would spend his day on the farm, and that's how he got through the day. L'un d'entre eux m'a raconté, par exemple, qu'il imaginait dans sa tête une ferme et qu'il l'avait dans sa tête, qu'elle était extrêmement précise, c'était un endroit bien défini, avec des bâtiments qu'il était capable de visualiser, de situer, un certain nombre de vaches, un certain nombre de cochons dont il fallait qu'il s'occupe. Il devait entretenir les bâtiments. Et tous les jours, il se rendait par l'esprit dans cette ferme. Et c'est ce qui lui a permis de survivre. I tell you the story just to show you that the imagination is an incredibly powerful weapon that we have. We can imagine a better world than the world we're in. And we can try and live in that world. And by trying to live in that world, we can try and bring it into being. And this is the great gift of human beings, that we can dream the future. We don't have to be stuck in the future, in the moment that we are. And one of the things when I was writing this book, that I thought, in these days, partly because of the nature of the times, a lot of books and movies and so on are dystopias. They're all about how horrible things are. Even like children's books are like this. The Hunger Games. Everything is a dystopia. And I thought, that is exactly the book I don't want to write. The book in which everything is horrible, and then it gets worse, and then it ends badly. There's a lot of those books, right? And I thought, I could not bear writing one. So I wanted to try and imagine something else. Not necessarily wonderful or perfect, but just something else, not the obvious direction. L'imagination, c'est vraiment une arme extrêmement puissante parce qu'on peut imaginer un monde meilleur que celui dans lequel on vit. Et en fait, à force de l'imaginer, on peut réussir et d'essayer d'y vivre par l'esprit, on peut réussir à lui donner vie. On a cette capacité, c'est vraiment le grand don des humains, d'être capable de rêver le futur, de ne pas être complètement coincé uniquement dans le moment présent. Et au moment où j'écrivais ce livre, je me faisais la réflexion qu'à notre époque, il y a quand même énormément de livres, de films, etc., qui sont des dystopies, qui sont des films qui sur des mondes imaginaires, mais qui se passent très très mal, même les livres pour enfants, comme Hunger Games par exemple. Et moi j'avais envie d'écrire exactement l'inverse de ce genre de livre, où en gros tout est horrible, et puis ensuite ça empire, et puis ça se termine mal. On a beaucoup trop de ce genre de livres, et l'idée d'en écrire un comme ça m'était insupportable, donc j'avais envie de faire autre chose, de pas forcément parfait, mais en tout cas d'essayer autre chose. One of the things that my subject at university was not literature, it was history. And one of the things that the study of history teaches you is that history is not inevitable. It doesn't go on a railway line, inevitably in a certain direction. It changes course all the time. History is full of surprises. Sometimes these are nasty surprises. But the point is that the future is always different than what you think it's going to be. It could be worse, it could be better, but it's always different. When people predict the future, there's a whole science now of people predicting the future. Futurology. And to my mind, futurology is the science of being wrong about the future. Une autre chose, moi à l'université, j'ai pas étudié la littérature, j'ai étudié l'histoire. Et ce que l'histoire vous apprend, c'est que l'histoire n'est pas inévitable. Elle ne roule pas sur des rails toujours dans la même direction, elle change tout le temps, elle est pleine de surprises. Des fois, ces surprises sont très mauvaises, mais le futur est en permanence différent de ce à quoi on pouvait s'attendre. Et il y a plein de gens qui essaient de prédire le futur. Il y a même une science aujourd'hui, la futurologie, qui pour moi consiste à avoir tort au sujet du futur. However bad things look, the worst does not have to happen. The victory of evil is not guaranteed. Nor is the victory of good, by the way. Donc,
Donc même si les choses se passent mal, le pire n'est pas une fatalité. La victoire du mal n'est pas garantie, de même que la victoire du bien n'est pas garantie non plus. But just if you think of the future as being more malleable than it seems, then maybe you will make it. Mais donc si vous imaginez l'avenir peut-être comme un peu plus malléable que ce qu'il vous semble, peut-être vous y arriverez. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Pourquoi vous ne restez pas couché dans votre lit? Pourquoi vous vous levez? Qu'est-ce qui vous donne? Vous dites, ah tiens, je vais me lever. Pourquoi Actually, parce que je vous pose la question parce que je pense que Geronimo, à un moment donné, il reste couché. À un moment donné, il lui-même se dit, Bouf, pourquoi se lever, quoi? Yeah, Pourquoi actually, vous actually, I levez? don't very much like getting up in the morning. En fait, je n'aime pas beaucoup me lever le matin. I think, you know, the option of Oblomov, you know, is very appealing, simply to stay in bed, because why not? Je crois que cette option de rester au lit, effectivement, est très, très attirante. Après tout, pourquoi pas? And, you know, I think I sometimes enjoy being out of bed. You know, sometimes there are still things to do. Actually, I like my work, you know. I mean, I think there are writers who pretend that, oh my God, it's so hard, and the anguish, the pain, you know. And I think they're all liars, you know. It's very, very difficult. But it's the most interesting thing I know how to do. So why would you not do it? You know? There are writers who write in bed. Je crois que des fois, j'ai quand même envie de me lever. Il y a encore quand même des choses à faire. Et j'aime mon travail. Il y a plein d'écrivains pour dire que c'est... Vous parlez de la difficulté d'écrire, de l'angoisse, etc. Moi, je pense que c'est tous des menteurs. Certes, c'est difficile, mais c'est quand même ce que je connais de plus intéressant à faire. Et j'aime ça. Mais il y a des écrivains qui écrivent au lit. But there is, you know, there is to be, just to be serious for a minute, I think there is, human life is extraordinary. It's extraordinary. You know, the possibilities of the world that we are in are extraordinary. And I think we forget that. You know, and one of the great principles of the French surrealists was to remind us of that. You know, that their idea was that because we are used to how things are every day, you know, that habit becomes like a veil that prevents us from seeing how wonderful the world is. And their idea was, by using the shock tactics of surrealism, was to tear away the veil, so that once again we could see the world as it is and that it is wonderful. You know? And I think that's an excellent plan. Pour redevenir sérieux, je pense que la vie humaine est quelque chose d'extraordinaire, toutes les possibilités qu'on a dans ce monde, et on a tendance à l'oublier. Un des grands principes des surréalistes français, c'était justement d'essayer de nous le rappeler, c'est-à-dire que leur idée, c'était qu'on s'habitue aux choses. Par habitude, en fait, une sorte de voile nous empêche de voir à quel point le monde est merveilleux, de voir le monde tel qu'il est, et ils utilisaient des techniques de choc surréalistes pour justement ôter ce voile et nous permettre à nouveau de voir le monde tel qu'il est et de voir à quel point il est merveilleux. Et je pense que c'est quelque chose de formidable à faire. I'm now sounding absurdly optimistic. I have to become darker at once. Donc je sais que j'ai l'air d'un optimiste absurde, d'un optimisme absurde, et il faut tout de suite que je redevienne un petit peu plus sombre. Moi déjà, je voudrais vous dire que j'aime bien votre optimisme absurde. Et justement, pour revenir sur cette question de l'imagination et notamment de l'identité, pour citer Averroès dans votre livre, il dit notamment la lutte entre la raison et la superstition peut être considérée comme la longue adolescence de l'humanité et le triomphe de la raison sera sa maturité. Vous dites ensuite, dans un des interviews que vous avez donné lors de la rentrée littéraire, que vous racontez dans ce livre le conflit intérieur de chacun de nous entre la raison et l'irrationnel. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'a touchée beaucoup parce qu'aujourd'hui, j'ai 18 ans et je ressens pleinement ce conflit que j'ai, moi, entre l'irrationnel et le rationnel, parce que j'ai une utopie qui me guide, parce que je n'arrive pas à avoir conscience de tout le monde qui m'entoure, parce que c'est typiquement impossible. Mais j'aime avoir cette utopie, j'aime avoir cet irrationnel, j'aime avoir cette imagination. Mais dans le monde adulte dans lequel je me dirige à grands pas,
il n'y a pas de place. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de place pour ça, notamment dans la structure politique actuelle, et que les seules structures politiques irrationnelles qu'on a pu voir, elles sont assez désastreuses, elles sont autoritaires, elles sont extrémistes. Et du coup, moi, je voudrais demander, est-ce que j'ai le droit d'être irrationnel sans partir en Syrie tout de suite? Oh, no, I think you have an obligation to be irrational. You know, I mean, if there was only logic and reason, then we would all be like Mr. Spock in Star Trek. You know, the world of logic is also limited, you know, as Captain Kirk tells him every week. Je crois que vous avez l'obligation d'être irrationnel. Au contraire, si on était tous seuls uniquement logiques et raisonnables, on serait tous des Monsieur Spock dans Star Trek. Et le monde de la logique est quand même limité, comme le capitaine Kirk le lui rappelle toutes les semaines. See, the thing that I found very interesting with that, the image from Goya that is the front of the book, the famous image which is called The Sleep of Reason Brings Forth Monsters, is that most people, when they look at that, think that what he is saying is that, you know, reason is good and unreason is bad. But he's actually saying something more complicated than that. Alors, l'image qui est sur le livre, je ne sais pas quelle édition vous avez. Ah non, c'est pas celui-là. No. J'aimerais d'abord celui-là. Where is it? Je Yeah. croyais que vous montriez le- Voilà, qui est, That. voilà, qui est sur la première page ici. Donc You c'est have un to tableau buy the de book. Goya qui s'appelle le sommeil de la raison. J'ai plus tout le titre exactement, mais voilà, Le sommeil il faut de la acheter le raison livre. engendre des monstres. Exactement. On a l'impression à première vue quand on voit ce tableau que ce qu'il signifie c'est que la raison c'est bien et que l'irraison c'est mal. Mais c'est plus compliqué que ça. In his commentary on the picture, he says that when the rational and the irrational come together, they create marvels. They become the parents of the arts, he says. And they are wonderful. But when they are torn away from each other, then the monstrous aspect emerges. So he's not saying that one is good and the other is bad. You know, he's saying that when they're united, they work well, and when they're separated, they work badly. Et comme vous verrez dans le commentaire du livre, en fait, ce qu'il dit, c'est que la rencontre entre la raison et l'irraison crée les romans, crée l'art, et que cette rencontre est merveilleuse. Mais c'est quand ces deux aspects sont séparés, quand ils sont opposés, au contraire, que ça crée des monstres. Donc leur union peut être extrêmement, au contraire, positive. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'amène à poser cette question? C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'amène à penser, à t'inquiéter sur la possibilité que l'irrationnel, ce que tu appelles l'irrationnel, est difficile dans le monde adulte? Parce que quand j'essaye d'avoir des discussions pseudo-politiques avec des gens adultes, j'ai un argument qui m'arrive en pleine face, c'est que non mais de toute façon toi t'as moins de 20 ans, donc à 20 ans c'est normal d'être communiste. C'est déjà pas ce que je suis, et surtout moi je comprends pas pourquoi on soit de se détacher et s'amputer de ces idées-là, qui même si évidemment ce sont des utopies, c'est peut-être de l'irrationnel, ce sera jamais réalisable. En attendant, moi je trouve que actuellement, pour moi en tout cas, elles sont un gouvernail et elles sont un endroit où aller. Elles sont quelque chose que j'ai en tête et qui me permet ensuite d'évaluer les situations que j'ai sous les yeux, de remettre en cause les choses que je vois, et en cause, pardon, excusez-moi. Et sauf que ça, moi je vois pas de place disponible pour ce genre d'argument dans la sphère politique, dans les gens qui agissent, dans des gens qui ont du pouvoir pour faire quelque chose. Et il faut qu'on se taise parce qu'on est irrationnel, mais moi ça me plaît d'être irrationnel. Est-ce que tu associes irrationalité et capacité de rêver? Oui. Well, look, I mean, let me just say that I think that politics is the world of the irrational. Laisse-moi juste te dire que je pense que la politique, c'est le monde de l'irrationnel. I mean, the politics is a place where many more people make decisions based on emotions than on intellect. La politique, c'est vraiment le lieu où il y a un maximum de gens qui prennent des décisions qui sont basées sur des émotions et pas du tout sur l'intellect.
I mean, if this was not true, then you wouldn't have 40% of the United States ready to vote for Donald Trump. Si ce n'était pas vrai, vous n'auriez pas 40% des États-Unis prêts à voter pour Trump. That is not a rational act. C'est pas un acte rationnel. So I think there's a huge amount of irrationality around in politics, and you sound much more reasonable than all these grown-ups. Donc, je crois qu'il y a énormément d'irrationalité à l'œuvre dans le monde politique et vous avez l'air beaucoup plus raisonnable quand on vous écoute que beaucoup d'adultes. Mais en fait, ce que tu dis, c'est que l'irrationalité dans le monde politique, quand tu l'entends, elle vient justement de Donald Trump et des sphères les plus dangereuses, alors que les sphères qui partagent tes valeurs ne font pas état de discours qui porteraient un rêve, qui porteraient un sens. Est-ce que je comprends bien? Oui, et surtout, on n'entend pas ces discours. On les entend juste dans les articles sur Nuit debout en disant qu'on a renversé la chaudière avec de la nourriture dedans. Mais je pense que ces paroles, peut-être utopiques et en effet pas forcément applicables à la mesure, ont le droit de faire du bruit. Ont le droit de... Alors, comment le livre t'amène à penser à ça? Qu'est-ce qu'il y a dans le livre qui soulève cette question-là? Ben, c'est justement... ben, je ne voudrais pas raconter toute l'histoire, mais c'est cette lutte justement entre un monde complètement irrationnel dans lequel nous plonge Salman Rushdie comme s'il était tout à fait normal et le lecteur, un peu comme dans la métamorphose, ne doit plus du tout s'étonner. Voilà, dans la métamorphose de Kafka, c'est un cafard, et là, il y a des djinns, il y a des djinns. Et cette lutte entre ces djinns qui sont avérés, qui sont là, et ben ok, il y a des djinns, on va faire avec. Et moi justement, c'est l'irrationalité et ça devient paix. Merci beaucoup. Et oui. Et justement, même à l'intérieur même des personnages, notamment comme Geronimo, il y avait cette balance-là entre moi, on m'a demandé de sauver le monde, il faut que je fasse ça, mais en attendant, je touche pas par terre. Et c'est ça qui m'a amené à penser ça. Well, I don't think the book is exactly a lesson of that sort. You know, I think it's what I think literature does better than answer questions is to offer you interesting problems. You know, and I mean, any cheap politician has answers for anything you want to know about. You know, answers are easy. Questions are difficult. And I think literature is a place of questioning. You know, and everybody, I mean, I think, to speak as a reader rather than a writer, I like books that I can go into and that give me an interesting place to be. And in that place, I am challenged. You know, I'm made to feel things I haven't felt. I'm made to think things I haven't thought exactly. And sometimes I'm told things I didn't know. And I have to think about what I think about that. You know, and I don't necessarily have to even agree with the worldview that is being offered, you know. But I have to, it has to make me think about if I don't agree with it, why don't I agree with it? And if so, what do I think? You know? And so when you come out of that world, the world of the book, hopefully you come out having thought something new or felt something new, or understood something that you didn't understand. You know. Beyond that, there are a very few books, I think, that we read in a lifetime that we say to people, I love that book. You know, I think the feeling of loving a book. Some of us are lucky, we love a lot of books. Some of us are unlucky, we love very few. Doesn't matter. The books that we love, I think, change us. And something about that book stays with us and becomes a part of the way in which we see the world. You know, and that is the revolution that literature can make. You know, literature is not good at changing the world, really not good at it. And when it tries, it usually fails.
one or two books, you could say, have had social impact. I mean, the one I always think about is Uncle Tom's Cabin, because it had a colossal effect on the discussion of slavery in America. But what books can do is change people. They can change readers, And the wonderful thing about it is that neither the reader nor the writer knows when it's going to happen. You don't know who is going to be affected or if anybody is going to be affected by a book that you write. And the reader, when they pick up the book, has no idea if it's going to affect them or not. So there's this completely accidental revolution, which is what literature can do. I'm not sure if that exactly answers your question, but... Je ne pense pas qu'un livre puisse être vraiment un genre de leçon ou un truc comme ça. Je pense que ce que la littérature fait de mieux, plutôt que de répondre aux questions, d'apporter des réponses, c'est de poser des problèmes, de poser des problématiques. Justement, ce qui est le plus intéressant, ce qui est le plus difficile, ce sont les questions. N'importe quel politicien médiocre vous apportera plein de réponses. C'est très facile d'avoir des réponses. La littérature s'intéresse aux questions qui sont beaucoup plus difficiles. Et quand en tant que lecteur, quand moi je lis, j'aime les livres justement qui me permettent d'entrer dans un monde dans lequel je vais être un peu poussée dans mes retranchements, qui va me faire penser des choses, qui va me faire ressentir des choses auxquelles je n'avais pas pensé ou que je n'avais pas ressenti auparavant, et qui m'oblige à y réfléchir. C'est-à-dire, c'est pas forcément des choses avec lesquelles, des idées avec lesquelles je vais être d'accord, mais en tout cas, si je suis pas d'accord, je vais être obligée de réfléchir à pourquoi je pense autrement et qu'est-ce que je pense exactement. Et quand je lis ce genre de livre, quand je ressors de ce monde-là, effectivement, je peux avoir compris, ressenti ou découvert quelque chose de neuf que je ne connaissais pas auparavant. Il n'y a pas tant de livres que ça dans notre vie en général dont on va parler autour de nous en disant « j'adore ce livre ». C'est un sentiment, celui d'aimer un livre. Ça dépend de la chance qu'on a. Il y en a qui en aiment beaucoup, il y en a qui en aiment vraiment très peu. Mais je pense que ces livres dont on va dire « j'adore ce livre », ces livres-là nous changent. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui reste en nous. Et il y a quelque chose qui va changer notre façon de regarder le monde. Et c'est ce genre de révolution que la littérature permet. C'est-à-dire que la littérature ne permet pas de changer le monde. Quand elle essaye, en général, elle échoue. Il y a très peu de livres qui ont eu véritablement un impact social. Je pense à c'est La cabane de l'oncle Tom, qui a eu un impact sur le débat sur l'esclavage. Par contre, les livres peuvent changer les gens. Et les lecteurs et les écrivains ne savent pas quand ni quel livre va changer quelque chose. Au moment où on écrit, on ne sait pas si le livre va changer quelqu'un, va avoir un impact. Et au moment où le lecteur choisit un livre, il ne sait pas si ça va le changer. Mais c'est vraiment ça que fait la littérature. C'est une sorte de révolution accidentelle. C'est ici que va s'achever notre soirée, parce que le temps est terminé. Alors, je voudrais évidemment commencer par vous remercier tous les trois et tous les 8 qui sont dans la salle. Donc, je tiens à le dire parce qu'ils ont vraiment pris ça très profondément au sérieux. On s'est rencontrés 2 fois pour parler de cette soirée, parler du roman. Donc Juliette, Smadja, Lucie Madeleine, Martin Morel. Je voudrais remercier vraiment Marguerite Capel. Bravo. Je voudrais remercier Françoise Nissen et Jean-Paul Capitani des éditions Actes Sud d'avoir eu l'idée de nous appeler pour nous offrir cette soirée, de rendre cette soirée possible grâce à eux. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, vraiment un grand merci à toute l'équipe du Théâtre de la Colline, que ce soit à la technique, à l'administration, aux relations publiques, qui ont travaillé très fort pour que tout se passe très bien, pour qu'il y ait des tapis au sol, une table, des fruits, que ce soit chaleureux, pour que vous soyez bien accueillis. Et c'est quand même mon premier événement en tant que directeur, donc je tiens vraiment à remercier. Merci. Et puis, alors, évidemment, vous remerciez Salman Rushdie pour tout, absolument tout, pas seulement pour ce soir, mais pour absolument tout, pour votre courage, gentillesse, votre élégance. Merci infiniment, merci beaucoup.